Aujourd'hui, on va parler de protéines végétales. Elles ont le vent en poupe, plus éthique, plus écolo, plus clean, c'est ce qu'on croit. Mais est-ce qu'une protéine végétale est toujours meilleure qu'une whey? Et surtout, est-ce qu'elle est vraiment adaptée à ton corps, à ta digestion et à ta performance? Ouais, parce que entre le pois jaune canadien ultra raffiné, le soja dégraissé, traité à la soude et les poudres importées, on est parfois très loin d'une protéine naturelle et saine qu'on imagine. Salut les nuts, trop cool de vous retrouver. Dans cette vidéo, on va démêler tout ça ensemble. Pourquoi les protéines végétales se sont imposées, ce qu'elles valent vraiment sur le plan environnemental et nutritionnel, comment elles sont produites et pourquoi ce sont souvent des ingrédients ultra transformés, et ce qu'on t'a pas dit sur les antinutriments et la qualité nutritionnelle. Et comme toujours, comment scanner et choisir les bons produits avec l'application ScanNote. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ben, je suis ingé en agronomie, c'est une branche des sciences du vivant appliquée à l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et les territoires. Alors en très gros, mon job c'est de concevoir des produits agroalimentaires en m'approvisionnant en matières premières durables, huile de palme, lait, cacao, sucre, céréales, etc. et en faisant en sorte de savoir d'où ça vient, comment c'est fait et surtout si ça va pas trop bousiller ni la planète, ni ton petit corps. Et depuis quelques années maintenant, avec mes associés, on a développé un algorithme qui est devenu une appli qui permet de décrypter et de comparer tous les produits de la nutrition sportive et compléments alimentaires. C'est ScanNote. Et tout ça pour savoir quel produit choisir très simplement. Et on s'en parle juste un peu après. Alors juste pour info, on a déjà reposé les bases de pourquoi et comment prendre des protéines dans une autre vidéo que je te remets juste là, au cas où tu l'aurais loupé. Ok, donc on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi les protéines végétales ont explosé? Alors tout d'abord, parce qu'il y a un petit facteur éthique, la condition animale. Il y a encore 5 ans, on ne trouvait pas grand-chose de très qualitatif. Soit on avait des protéines végétales où on avait l'impression de manger de l'herbe, soit c'était tout l'inverse, des produits avec des goûts plus chimiques les uns que les autres, et c'était pas vraiment bouffable non plus. Aujourd'hui, on arrive quand même à des produits plus intéressants, que ce soit au niveau du goût ou des formulations. Et ça, c'est parce qu'on a un véritable changement des modes de consommation. Déjà pour l'alimentation classique qui vient ensuite glisser sur les habitudes de nutrition plus spécialisées comme la nutrition sportive. Alors effectivement, tu as de plus en plus de personnes qui refusent de participer à par exemple l'élevage industriel intensif, l'abattage à grande échelle et plus globalement l'exploitation animale. Et pour cause, dans le cadre de la whey, donc la protéine de lait, on parle d'un produit issu de la filière laitière. Et pour avoir du lait, il faut un veau. Oui, parce que comme tous les mammifères, une vache ne produit du lait que si elle a un bébé. Et pour ça, tu as deux solutions. La première est naturelle, on a un taureau qui vient chafouiner avec notre vache. Et la seconde est plus facile et la vache est inséminée artificiellement, c'est-à-dire qu'on lui injecte du sperme de taureau, ce qui permet de contrôler la production et d'avoir des veaux toute l'année. La gestation de la vache, c'est aussi long que les humains, aux alentours de 9 mois. Dans la plupart des élevages, le veau est retiré à sa mère quelques heures ou jours après la naissance, ou plutôt le vélage en français dans le texte. Parce que le lait est destiné à la consommation humaine, pas pour nourrir le veau qui va être alimenté au biberon avec un substitut un peu moins qualitatif. On vient ensuite traire la vache tous les jours avec une machine à traire pendant plusieurs mois, et ce pendant 10 mois, puis on recommence, elle est à nouveau inséminée pour garder le cycle en marche. Du coup, la vie d'une vache laitière, c'est pas non plus la folie, et encore moins quand on est dans des élevages intensifs où l'animal n'a pas accès à l'extérieur, ni même à un peu de soleil. Donc pour celles et ceux qui ont à cœur le bien-être animal, ça résonne de plus en plus fort quand une marque propose une alternative végétale. L'éthique, c'est une chose, mais est-ce que ça suit d'un point de vue environnemental? Parce que quand on parle de protéines, on pense rarement à leur empreinte écologique. Et pourtant, il y a un monde entre une protéine issue du lait et une protéine végétale extraite par exemple du pois, du soja ou même de la fève. L'élevage laitier, même bio, reste une activité fortement émettrice de gaz à effet de serre, consommatrice d'eau, de terre et génératrice de pollution via par exemple les effluents d'élevage, le caca. A l'inverse, les cultures de légumineuses comme le soja, le pois ou les fèves, dont on va extraire les protéines, nécessitent moins de ressources et peuvent même enrichir les sols grâce à leur capacité à fixer de l'azote. Pour te donner un ordre d'idée, produire 1 kg de protéines issues de la whey, donc du lait, génère en moyenne 20 à 35 kg de CO2. Alors qu'un isolat de pois ou de soja tourne aux alentours de 3 à 6 kg de CO2. Côté eau, c'est pareil, une whey fromagère peut consommer jusqu'à 6000 litres d'eau par kilo de protéines, alors qu'on est aux alentours de 1000 à 2000 litres d'eau max pour les protéines végétales. Et sur les terres agricoles, même constat, une whey nécessite jusqu'à 8 fois plus de surface cultivée qu'un pois ou un soja bien géré. En résumé, la whey, ce sont des émissions élevées de gaz à effet de serre, une forte consommation d'eau et un très fort besoin en surface foncière. A l'inverse, le végétal, c'est une empreinte environnementale plus allégée, surtout si les cultures sont locales, bien maîtrisées, par exemple via une certification d'agriculture biologique. Et attention, tout n'est pas noir ou blanc, la protéine végétale peut être ultra transformée, importée, mal filtrée. Et ça, on va y revenir tout de suite. Donc oui, sur le papier, la protéine végétale est clairement plus sobre, mais il faut aussi regarder ce qu'on en fait après la récolte. Donc ouais, on pourrait croire qu'une protéine végétale, c'est juste une légumineuse broyée, un peu comme si on faisait une purée de pois sec et qu'on la déshydratait. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça et surtout beaucoup plus industriel. Prenons l'exemple classique, la protéine de pois.
Alors, tout commence avec la graine entière qui vient du champ. Elle contient des protéines, mais aussi des fibres, des glucides, de l'amidon, des lipides, des antinutriments, etc., etc. Bref, un vrai cocktail. On va isoler la partie qui nous intéresse, les protéines. Mais pour ça, il faut d'abord la décortiquer, la broyer, la tamiser. La graine, je parle, pour en séparer les grandes familles de nutriments. Donc les protéines d'un côté, l'amidon, les fibres et les lipides de l'autre. C'est ce qu'on appelle la fractionnation sèche. Ouais, je sais, c'est un peu barbare comme nom. Mais en gros, c'est un premier tri mécanique. Alors, pour obtenir un isolat ou un concentrat, on passe ensuite à la fractionnation maintenant humide. Donc on va plonger les protéines dans un bain acide ou basique, ça c'est selon les fabricants, ce qui permet de solubiliser les protéines dans l'eau tout en laissant le reste des composants insolubles. Puis on modifie à nouveau le pH pour faire précipiter les protéines et les récupérer sous forme de pâte. Mais attends, c'est clairement pas fini. Cette pâte va ensuite passer par plusieurs étapes de filtration, donc de l'ultrafiltration, de la microfiltration, pour retirer les résidus de glucides ou de composés végétaux indésirables. Puis on va la sécher à haute température par un procédé d'atomisation, de spray drying, ce qui donne la poudre que tu retrouves dans ton sachet. Et avant la mise en sachet, beaucoup de fabricants vont ajouter des enzymes par exemple pour rendre la protéine plus digeste, des arômes qui soient naturels ou artificiels qui vont apporter du goût, des édulcorants qui soient de charge comme le stevia ou de synthèse comme le sucralose, ou même des agents épaississants ou anti-mousse comme les gommes xanthane ou les carragénanes. Certains de ces produits sont sobres, d'autres frisent un peu la composition de milkshake industriel. Résultat, tu penses avoir une protéine végétale naturelle, en fait, un aliment ultra transformé. Même si ça part d'un point ou d'un grain de riz, ce que tu consommes n'a plus grand chose à voir avec l'aliment de départ. Et la qualité de ce process change du tout au tout selon l'origine des matières premières, la rigueur et la qualité de filtration, les traitements chimiques et le soin apporté à préserver la biodisponibilité, l'absorption en fait des protéines. Enfin, on ne pourrait pas parler de protéines végétales si on ne parlait pas d'antinutriments. Ça, c'est un sujet qui fait vraiment débat. On entend souvent que les protéines végétales sont moins bien absorbées à cause des antinutriments. Et ça, c'est vrai. Enfin, en partie. Les antinutriments sont des composés naturellement présents dans les plantes. Leur rôle, c'est de protéger la graine contre les prédateurs et de ralentir la germination dans de mauvaises conditions. Parce qu'une carotte, en fait, ou un radis, ça peut pas courir pour fuir un agresseur. Donc les plantes, après des millions d'années d'évolution, ont fait un peu de chimie et nous ont craché des molécules plus ou moins toxiques à la gueule. Donc des molécules toxiques pour certains animaux ou insectes, et pour nous humains, ces molécules peuvent interférer avec l'absorption des nutriments. Parmi les plus connus, on va retrouver par exemple l'acide phytique. Alors il est présent dans le pois, le soja, le riz ou les céréales complètes. Il va chélater certains minéraux comme le fer, le zinc, le calcium qui sont de fait moins bien absorbés. Et en excès, il peut contribuer même à des carences, surtout si on a une alimentation pauvre en micronutriments. Mais les phytates ont aussi un effet protecteur. Ce sont des antioxydants qui peuvent aider à prévenir certains cancers et réguler l'absorption de glucose. On a aussi des lectines qui sont présents dans les haricots rouges, les fèves ou le soja. Et elles peuvent être irritantes pour la muqueuse intestinale, surtout si elles ne sont pas vraiment neutralisées. Et en excès, elles provoquent des ballonnements, voire même une perméabilité intestinale. En revanche, à dose modérée, elles participeraient à la régulation de certaines bactéries intestinales. On a également les oxalates qui sont présents dans les épinards, les amandes, le cacao, même la betterave. Ils vont se lier en fait, eux, au calcium, qui va provoquer un peu un risque de calcul rénal si on a une accumulation. Ils sont pas trop présents dans les poudres protéinées, mais ils sont quand même à surveiller en cas d'un régime riche en végétaux. Et enfin, on a les inhibiteurs de trypsine qui sont présents dans le pois, le soja ou les cacahuètes, les arachides. Alors eux, ils vont freiner l'action des enzymes digestives comme la trypsine ou la chymotrypsine. Et en conséquence, on a une digestion des protéines qui est ralentie et donc une assimilation partielle des nutriments. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut bannir les protéines végétales ? Pas du tout. En fait, on peut limiter et atténuer ces effets négatifs et la charge en antinutriments par plusieurs méthodes plus ou moins traditionnelles. Donc par exemple le trempage qui va diminuer les phytates et les inhibiteurs enzymatiques, ou encore la germination de 2 à 4 jours par exemple qui va réduire fortement les lectines et qui va même booster les enzymes naturelles. On va aussi avoir la fermentation, par exemple ce qu'on peut avoir dans le miso ou le tempeh, qui va désactiver les antinutriments et qui améliore même le profil en acides aminés, et bien sûr la cuisson longue à l'autocuiseur ou des mijotés qui va détruire la majorité des lectines. Or, dans l'industrie des poudres, ces techniques sont rarement appliquées parce qu'en fait elles sont longues, coûteuses et du coup très chiantes à mettre en place. Résultat, tu as des protéines végétales peu digestes, mal absorbées et parfois irritantes et toujours aussi chères. Un bon produit devrait toujours mentionner un traitement spécifique, un trempage, une fermentation ou même un process enzymatique. Et dans la réalité, la plupart ne précisent rien. Conclusion, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc non, toutes les protéines végétales sur le marché ne se valent pas. Et c'est pas parce que c'est marqué protéines de pois sur le paquet que tu peux vraiment faire confiance les yeux fermés. C'est là qu'intervient l'application ScanNote.
Tu scannes le produit, tu obtiens en quelques secondes le score nutritionnel basé sur la qualité des protéines, la présence ou non de traitement antinutriments et la digestibilité estimée. Un score de transformation, la présence d'arômes artificiels, d'édulcorants, d'épaississants, etc. Un score carbone, donc l'origine des ingrédients, l'impact transport ou même les emballages. Et des alertes sanitaires si le produit par exemple contient des additifs controversés ou un sourcing douteux. On te donne également les alternatives les mieux scorées à composition équivalente mais en plus clean. En bref, Scannote c'est un peu ton GPS dans la jungle des poudres végétales mais aussi sur l'ensemble des produits de la nutrition sportive. Et pour faire ça, en fait, on a bossé avec un comité d'agronomes, de médecins, de chercheurs, d'agriculteurs et de coachs pour établir une quarantaine de critères de performance répartis sous 4 macro-indicateurs: l'environnement, la santé, l'éthique et bien évidemment la partie nutritionnelle. Alors dit comme ça, on dirait que c'est hyper simple, mais dans la réalité, ça nous a demandé plusieurs années de travail pour créer un algorithme qui soit représentatif de la performance de l'ensemble des produits de la nutrition sportive. Et surtout, qui te permette de montrer tous les risques liés à chaque type de produit. Et sur les protéines, il y a quelques pièges à connaître. Et je vais t'en lister 6 parmi les plus importants à connaître pour éviter de te faire avoir par le marketing. En 1, arrête de croire que végétal, ça veut dire sain. C'est pas parce qu'un produit est végétal qu'il est bon pour la santé. Il peut contenir des édulcorants artificiels ou controversés, être fabriqué à base de protéines mal digérées, avoir une biodisponibilité finalement très faible. Donc en soi, un smoothie végétal, ça peut être un faux ami. En 2, n'ignore pas l'origine des matières premières. Beaucoup de protéines végétales viennent du bout du monde. C'est-à-dire pour le pois du Canada, pour le tournesol et le soja d'Ukraine, de Russie ou des États-Unis, et pour le riz et la fève, en fait de Chine. L'impact environnemental reste faible sur le papier, mais la traçabilité est floue et les réglementations sont un peu différentes. Ça veut dire que certains pays peuvent autoriser certains pesticides qui sont interdits en France ou même en Europe. Ça veut dire aussi parfois que tu n'as pas vraiment de contrôle sur la qualité dans l'usine, qui va transformer ton pois en poudre de protéines. Donc privilégier les protéines issues de cultures européennes avec une bonne transparence permet ainsi d'atténuer ces risques de contamination. En 3, regarde le traitement des antinutriments. Si tu n'as aucune mention de trempage, de fermentation ou de germination, tu as peut-être un produit mal absorbé qui va fermenter dans ton intestin plus qui va nourrir tes muscles. Un bon produit, ça doit détailler son process de fabrication. Point. S'il ne le fait pas, c'est mauvais signe pour 2 raisons. Soit la marque ne le sait pas parce qu'elle achète simplement de la poudre à son fournisseur, ce qui est quand même un peu dommage, soit la marque le sait très bien que son process n'est pas très qualitatif. En 4, n'achète pas sur le seul critère sans lactose ou vegan. C'est tentant, mais beaucoup de produits véganes sont ultra transformés, contiennent des arômes artificiels, masquent le goût amer avec des édulcorants puissants. Donc lis la liste des ingrédients, moins il y en a, mieux c'est. 5. Ne confonds pas le score protéique et le score nutritionnel. Un produit peut afficher 85% de protéines, mais si le profil d'acides aminés est incomplet, s'il manque de la leucine, de la lysine ou de la méthionine, même s'il est mal absorbé, tu vas gaspiller littéralement ton argent. Donc cherche un profil aminé le plus complet possible ou une synergie, par exemple avec des protéines de pois et du riz. Et enfin, n'oublie pas l'importance du microbiote. Certaines poudres végétales mal filtrées ou oxydées peuvent créer une fermentation intestinale excessive, favoriser une inflammation de bas grade et déséquilibrer ton microbiote avec de la fatigue, des troubles digestifs, voire même une dérégulation immunitaire. Conclusion, tu as une sensation de ventre gonflé, ce qui n'est pas normal et ça c'est un vrai signal. Maintenant que tu connais les grandes lignes et les grands pièges, tu as toutes les armes en main pour faire attention à ce que tu achètes et consommes. Pour aller plus loin, on va quand même prendre l'exemple de plusieurs produits de marques différentes pour les décrypter et évaluer ensemble leur performance sur ta santé, la planète et du coup sur ton porte-monnaie. Ouais, parce qu'après tout, on est tous pareils, on veut quand même en avoir pour notre argent. Et pour ça, on a juste à se munir de son téléphone et de l'application Scannote. Alors on commence par le top, la protéine végétale de NutriPure qui a le score de Nuts d'or. On n'a que 2 ingrédients là-dedans, une protéine de pois et une protéine de riz. Les deux sont issus de l'agriculture biologique qui viennent d'Union européenne. Alors peut-être que ça a le goût de terre, j'en sais rien, mais bon, c'est pas compliqué d'ajouter un peu de poudre de cacao, d'arôme vanille ou même un peu de fleur d'oranger pour rendre le truc un peu plus gourmand. Même chose avec la marque Sync qui propose des protéines végétales ici pour le coup déjà aromatisées, par exemple avec de la protéine de pois et des fèves. Ici non plus, on n'a pas d'ingrédients controversés, donc pas de texturants ou d'édulcorants à risque pour ta santé. Et on est également sur Nuts d'or. Et dans un autre style, mais également avec une Nuts d'or, on a les protéines végétales d'Aromazone. Alors oui, certains et certaines peuvent connaître Aromazone pour les cosmétiques DIY, mais ils se sont aussi lancés dans la nutrition. On a par exemple des protéines d'amande, d'avoine ou de chanvre. Alors les 3 produits sont bio et pour les 3 produits, on a même la mention du pays d'origine. Par rapport aux autres produits, on est quand même sur une concentration en protéines plus faible, donc par exemple 50% pour Aromazone
Amazon contre 70 pour zinc et 80% de protéines pour NutriPure. Mais ça reste un produit intéressant pour enrichir son bol alimentaire dans la journée en mixant avec autre chose. À l'extrême inverse, on va avoir les protéines végétales des marques comme MyProtein, Optimum Nutrition ou même ProteinWorks qui sont des grands noms connus des go-muscu. Pour ces acteurs-là, en fait, on a presque du copier-coller entre les produits. C'est-à-dire qu'on va avoir un mix d'isolat de protéines végétales sans aucune traçabilité. On ne connaît pas le pays d'origine, on ne sait pas comment la matière première a été cultivée ni récoltée ou même transformée. Ce qui est dommage parce que si tu as suivi depuis le début, tu sais maintenant que la qualité de ta protéine provient du champ. Et si tu fais de la merde avec ta parcelle, alors la qualité de ta protéine sera pas extraordinaire. On va aussi utiliser des huiles sans doute hydrogénées pour stabiliser le produit mais qui sont un risque inflammatoire pour toi. Et en plus on te met des additifs très controversés comme le dioxyde de silicium utilisé comme anti-agglomérant chez MyProtein ou Optimum Nutrition mais à risque de nanoparticules. Ou encore des édulcorants de synthèse comme l'acésulfame de potassium ou le sucralose qui serait lié à une favorisation du cancer, de diabète de type 2, voire de la perturbation de la flore intestinale. En fait c'est quand même dommage de prendre un truc pour améliorer ta nutrition mais qui en fait sur le long terme avec une consommation régulière peut te flinguer la santé. Alors je vais m'arrêter ici parce que sinon la vidéo va faire plus d'1 heure. Et puis finalement, tu as toutes ces informations encore une fois sur l'application ScanNut. Alors si tu ne trouves pas le produit qui t'intéresse sur l'app, tu as juste à le scanner, à remplir le petit formulaire sur l'application directement et notre équipe ensuite va pouvoir traiter la demande. Bon, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, mais du coup maintenant, les protéines végétales, on en fait quoi? De notre point de vue, oui, les protéines végétales ont de vrais atouts. Elles ont un impact écologique plus faibles, elles permettent d'éviter l'exploitation animale, elles sont de plus en plus accessibles et diversifiées, mais elles viennent aussi avec leurs propres pièges. Ce sont des produits souvent ultra transformés, je le répète, elles peuvent aussi contenir des antinutriments mal gérés et leur digestibilité et leur efficacité varient énormément. Donc si tu veux tirer le meilleur de la protéine végétale, alors cherche une bonne traçabilité, préfère les produits issus de matières premières européennes, vérifie si tu as des traitements contre les antinutriments qui ont été appliqués, encore une fois, trempage, germination, fermentation, et scan avec l'appli ScanNut pour ne pas te faire avoir par les promesses un peu creuses du marketing. Le futur est peut-être végétal, mais il doit être aussi transparent, digeste et durable. Et rappelle-toi que ce n'est pas parce que c'est vert que c'est vertueux. J'espère que tu as vraiment aimé cette vidéo. Abonne-toi pour retrouver toutes nos autres vidéos, des conseils sur les différents types de compléments alimentaires, mais également des dégustations et même plein de sujets variés sur la nutrition sportive ou même l'alimentation durable en général. Et n'hésite pas à commenter pour nous poser des questions et surtout nous demander de faire une vidéo sur un autre sujet. Maintenant, tu le sais.